Monde numérique. Le jour où il y a un conflit, vous coupez les câbles, vous coupez la connexion, vous isolez un data center. Ça nous paraît peut-être fou, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le conflit avec la Russie. Internet n'a pas de frontières, mais nos données, elles, ne sont pas apatrides. Elles nous appartiennent et malheureusement les logiciels, les matériels, les réseaux, les centres de stockage et de traitement que nous utilisons au quotidien dépendent souvent de pays étrangers. La souveraineté numérique, c'est l'idée qu'un pays puisse conserver le contrôle de ses données, de ses infrastructures et de ses technologies. Sinon, eh bien, les risques sont grands. Mais quels sont-ils exactement ? Où en sommes-nous en France et en Europe face à cette menace ? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode hors série de Monde numérique. Si vous passez par ici pour la première fois, je suis Jérôme Colombin, journaliste, spécialiste des technologies. Et dans le podcast Monde numérique, cet été, on fait le point sur des sujets d'actu brûlants. On en profite pour réécouter quelques-unes des meilleures interviews de ces derniers mois. Pendant longtemps, nous vivions dans une espèce d'insouciance numérique, trop contents de voir arriver chaque jour de nouveaux gadgets, de nouvelles innovations, de nouveaux services. Et puis, ces innovations technologiques sont devenues indispensables à notre vie quotidienne, à l'activité économique. Et alors, on s'est rendu compte que, nous devenions de plus en plus dépendants, surtout des États-Unis et aussi un peu de la Chine, au risque de devenir une véritable colonie numérique de ces nouveaux empires. Aujourd'hui, plus de 80% du cloud européen, par exemple, est concentré entre les mains des géants américains. L'intelligence artificielle qui déferle est aussi majoritairement américaine. Nos données personnelles sont un véritable carburant qui fait tourner les algorithmes des GAFAM, dont nous récoltons les bénéfices, certes, mais sans pouvoir vraiment en maîtriser l'usage. Ce qui était donc d'abord une simple prise de conscience, timide et théorique, aujourd'hui est devenue une préoccupation majeure, la souveraineté numérique, surtout depuis que l'on observe des tensions internationales. L'entrepreneur français Thomas Fauré alerte depuis longtemps sur le risque de perte de souveraineté numérique française. Il déplore la dépendance aux outils américains, notamment face aux lois extraterritoriales qui permettent aux États-Unis de faire ce qu'ils veulent avec nos données. On pense à, quand on est une entreprise, tous les services marketing que nous utilisons. Je ne vais pas citer les plateformes, il y en a beaucoup. On peut penser à l'email aussi, on peut penser à Gmail, on peut penser à toutes ces plateformes en réalité américaines utilisées par les Européens, où le transfert géographique d'une donnée produite en Europe sur des serveurs américains ou détenus et orchestrés par des Américains. Il n'y a même pas besoin en réalité qu'ils soient sur le sol américain. C'est-à-dire que si une entreprise américaine a conscience d'un enjeu qui pourrait contrevenir à la sécurité économique des États-Unis, elle est dans le devoir de transmettre ces données. Donc ça, c'est pas seulement sous requête judiciaire, ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est un système hallucinant. Mais ça, c'est le Cloud Act ou c'est le Patriot Act, ça, non ? Oui, c'est l'ensemble des deux. Si vous voulez, c'est les lois extraterritoriales qui font aujourd'hui qu'en Europe, toutes les données qu'on héberge sur des services détenus et opérés par des Américains, on peut penser à tous les services de Microsoft, etc., on ne sait pas ce qui va aux États-Unis, tout simplement. Et on peut penser que les intérêts économiques, c'est tout ce qui concerne nos grandes entreprises, toutes ces boîtes, moi c'est à ça que je pense, qui utilisent les services GAFA, leurs données sont absolument pas garanties d'être conservées uniquement pour elles, d'être sécurisées. On a pris conscience de cette dépendance pendant la crise Covid en 2020. Tout le monde s'est rué sur des solutions de visioconférence comme Zoom, Teams ou Meet. Et là, on a compris qu'en fait, sans ces outils américains, la vie risquait de s'arrêter.
La menace prend aujourd'hui une dimension plus grave encore, alors que les tensions internationales se font sentir, comme c'est le cas depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, qui marque la fin de la mondialisation et le retour à un protectionnisme tous azimuts. Thomas Forêt. Lorsque on arrive sur une géopolitique mouvementée, comme maintenant, dire on souhaite être certain que les données sensibles des États européens puissent être stockées en Europe, ça a un sens. C'est-à-dire que même si c'est opéré par d'autres, parce que le jour où il y a un conflit, vous coupez les câbles, Ouais. vous coupez la connexion, ou vous isolez un data center. Bien sûr que ça peut avoir un sens. Ça nous paraît peut-être fou, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le conflit avec la Russie. Il y a des services, des réseaux entiers qui sont coupés ou desquels on coupe en fait des accès. On le voit depuis très longtemps en Chine où tous les accès sont évidemment filtrés. Donc je ne jetterai pas, si vous voulez, cet argument du territoire où sont stockées les données complètement à la poubelle. Et je sais que j'entends souvent ça, mais il faut faire attention, il faut bien comprendre de quoi on parle. En revanche, vous avez raison, parler d'opérateurs est bien plus intéressant que de parler seulement de géolocalisation des données. La menace qui pèse sur notre vie numérique se renforce encore aujourd'hui avec l'avènement de l'intelligence artificielle. C'est ce risque que souligne Christophe Grosbeau de l'association professionnelle Innovation Makers Alliance qui regroupe de grandes entreprises françaises. Pour moi, l'urgence est capitale. On ne se rend pas compte à quel point l'IA accélère. Donc on ne se rend pas compte à quel point l'IA décisionnelle va arriver très vite. Quand on va passer à l'IA décisionnelle et donc à une IA qui prendra les décisions pour nous, pour nos entreprises, à ce moment-là, si on n'a pas fait le travail qu'on a besoin de faire pour être capable d'avoir recréé une autonomie stratégique sur l'IA qu'on utilise pour prendre ces décisions, ce sera potentiellement très problématique pour le futur de l'Europe. On n'utilisera que des champions étrangers et à ce moment-là, ce sera, je pense, un vrai risque d'ingérence. L'idée n'est pas de dire que les entreprises devraient complètement arrêter d'utiliser des solutions américaines. L'idée est de se dire que sur certains axes stratégiques pour le futur, je pense que l'IA en est un, par exemple, puisque avant le cloud était une problématique de données. Vous n'aviez pas envie que vos informations, évidemment, soient potentiellement observées par des acteurs étrangers et pour des risques d'ingérence qui étaient là, mais réduits. Aujourd'hui, la problématique, c'est une problématique d'intelligence. Vous achetez de l'IA à l'étranger. Donc, si vous achetez de l'IA à l'étranger, en réalité, c'est que demain, pour l'IA décisionnelle, donc de l'IA qui aidera les décisionnaires en entreprise à prendre des décisions, si cette IA est apportée par un acteur qui est hors de l'Union européenne et que cet acteur décide demain d'influencer négativement l'ensemble de vos entreprises, il pourrait potentiellement le faire. Je dis pas que c'est un risque qui est réel. Je dis pas que les Américains demain vont le faire. Ils en auraient la possibilité. Alors, certaines des menaces récentes ou des semi-menaces, disons, à demi-mot, provenant des États-Unis, que ce soit envers la Chine ou envers l'Europe sur l'utilisation de l'IA, peuvent laisser penser que c'est un danger. L'idée n'est pas de se dire que personne ne doit utiliser Office 365. À l'inverse, c'est une solution hyper capable. L'idée est de se dire que sur certaines logiques métiers et sur certains axes critiques, que les entreprises aient une capacité d'autonomie qui leur permette de ne pas utiliser de solutions hors l'Union européenne. Demain, les Américains pourraient potentiellement, via tous les outils qu'ils ont, influencer complètement nos élections, via les réseaux sociaux qu'ils contrôlent, être capables d'influencer ce que font l'ensemble de nos collaborateurs en entreprise. Aujourd'hui, c'est les Russes et les Chinois qui s'en chargent, pour parler clair. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que des gens parlent de l'avènement d'une guerre froide technologique. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce n'est pas le cas? C'est pas vraiment la question. Le concept, c'est de se dire, l'Europe a la capacité aujourd'hui de potentiellement construire son futur de manière indépendante. L'Europe ne le fait pas pour le moment. L'Europe doit le faire. Au-delà de l'impact économique, il y a donc carrément un risque politique, une menace pour la démocratie. C'est aussi l'avis de Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique. Sur le fond, on a une démocratisation de ces outils au plus mauvais sens du terme, au plus dangereux sens du terme, qui fait que des structures infiniment petites, agiles et sans moyens sont capables d'avoir une influence. On l'a vu avec le discours de J.D. Vance sur la Roumanie, vous savez, les élections roumaines, en particulier à cause de TikTok, qui ont effectivement mobilisé quelques centaines de milliers de dollars, donc des sommes qui n'étaient pas énormes,
et qui ont eu un impact considérable sur l'élection sur place. Donc, nous ne sommes pas du tout à l'abri, et on le voit, sur effectivement toutes les manœuvres que peuvent engendrer des entités hostiles, qu'elles soient religieuses, politiques, étatiques, ou même des entités privées. Alors, face à cette menace, que faire ? Il paraît illusoire de vouloir rattraper le gigantesque retard technologique que nous avons laissé s'installer en France et en Europe, par manque de clairvoyance et aussi par manque de dynamisme économique, il faut bien le dire. Il est illusoire d'espérer inventer un Google européen, un Amazon européen ou un ChatGPT européen. Pourtant, l'Europe et la France en particulier ont des atouts énormes, comme la formation de ses ingénieurs ou encore son énergie bas carbone à profusion grâce au nucléaire, qui est l'énergie, le nouveau nerf de la révolution de l'IA. Pour sauver les meubles, l'Europe réglemente à tour de bras RGPD, DMA, DSA, SecNum Cloud, EUCS, etc. Des textes censés limiter la casse au nom de notre souveraineté. L'entrepreneur Thomas Forêt. On rappelle quand même que l'Europe, c'est quand même le premier marché des GAFAM. Donc il y a un moment, c'est quand même absolument normal que ces entreprises privées étrangères se conforment à nos lois. Et certes, ils doivent un peu flipper, mais ça serait quand même la moindre des choses que d'appliquer des réglementations sur des marchés qui leur rapportent beaucoup. La France tente aussi de rivaliser avec ses propres armes, c'est-à-dire des solutions techniques alternatives développées par des entreprises locales, malheureusement souvent méconnues par les principaux intéressés, c'est-à-dire les grandes entreprises et les pouvoirs publics qui passent à côté au profit d'outils étrangers. Christophe Grosbeau de l'Innovation Makers Alliance. On a sur tous les secteurs technologiques des solutions qui sont aussi intéressantes et aussi capables que ce qui se fait ailleurs. La seule problématique qu'on a, c'est que comme on a moins d'argent qui est dedans, c'est souvent siloté. Donc, on a des solutions qui sont sur des axes et sur des problématiques, vous voyez ce que je veux dire, métiers spécifiques, et on n'a pas de solution packagée complète. C'est beaucoup plus compliqué d'ailleurs pour nous en Europe de le faire parce qu'on n'a pas les fonds pour évidemment lutter à armes égales. Mais je vous jure que par interstice, Jalios, James Pauls, on va être parfaitement capable en fait de faire ce que font plein d'acteurs américains. La problématique, comme je vous dis, c'est le coût de changement. Donc le fait que comme tous vos collaborateurs vont utiliser telle chose ou telle chose ou telle chose, c'est compliqué de changer. Et la deuxième problématique, c'est une problématique que vous venez de remonter vous-même, qui est le manque de connaissance des décideurs dans les grands groupes de ce qui est possible sur le marché. C'est là qu'une plateforme, par exemple, peut aider. C'est là que des rencontres comme ce que nous, on essaye de faire peuvent aider. C'est là que ce que les événements, par exemple, de France Digital ou de la French Tech aident. C'est être capable de faire connaître davantage tout ce que la France produit et tout ce que l'Europe produit comme solutions intéressantes sur tous les marchés sur lesquels aujourd'hui, massivement, qui sont des marchés contrôlés par les acteurs étrangers. Mais est-ce que la balle n'est pas justement dans le camp de ces grandes entreprises que vous représentez, qui parfois, on va dire un peu par facilité peut-être, ont tendance à se jeter dans les bras des géants américains ? C'est l'un des aspects les plus importants de la question. C'est comment convaincre des groupes privés qu'on ne peut pas forcer, si vous voulez, à faire des choix. Il faut qu'ils prennent une solution parce qu'elle est la plus compétente et qu'elle correspond à leurs attentes et qu'elle est au prix qu'ils souhaitent. Comment convaincre des groupes qui aujourd'hui ont déjà des contrats avec plein d'acteurs étrangers de switcher ou en tout cas de revoir leur positionnement. Ça, c'est la question essentielle et c'est, je pense qu'une des solutions au problème, par exemple, comme je vous le disais, c'est créer du lien davantage entre les acteurs technologiques français et les grands groupes français. Si on en revient à cette idée de plateforme, par exemple, ce genre de choses. La solution, c'est de l'évangélisation, de l'acculturation, leur présenter au maximum tout ce qui est possible. C'est aussi de la prise de conscience des risques. Donc c'est tout un ensemble de choses en fait mais vous avez raison, c'est la clé en fait quasiment de la solution, c'est de s'assurer que les groupes français achètent beaucoup plus auprès des entreprises françaises. La souveraineté numérique, c'est donc choisir où vivent nos données,
et surtout à qui on donne les clés. Dans un monde où les câbles sous-marins sont les nouvelles routes commerciales et où les serveurs remplacent les champs de bataille, ce choix n'est pas anodin. Il nous place au cœur d'un jeu de puissance où chaque octet devient un pion dans la grande partie mondiale, toujours plus incertaine. Si cet épisode hors série de Monde Numérique vous a plu, ne ratez pas les autres épisodes. De tout comprendre, c'est sur Monde Numérique, en podcast et sur mondenumérique.info.